Nouveau numéro de votre émission Actu 7 sur 7. Alors, chers téléphiles de la chaîne de l'Espérance, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée rien qu'au social, parce que depuis un certain temps, il y a des grognes au niveau social, malgré que le chef de l'État a déclaré ce mandat, un mandat social. Pour en parler, nous avons sur ce plateau avec nous un syndicaliste. Il s'agit bien entendu du docteur Gilbert Tcholenyanou. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. D'abord, une première question, c'est une inquiétude que nous nous posons quand nous étions enfants, si les médecins aussi tombaient malades. Ben si, ça arrive. Ce sont des humains, les médecins avant tout, donc ça arrive. Mais on se dit, malgré qu'eux, ils détiennent ce secret de guérir les gens, comment se fait-il que... La maladie des médecins, c'est plus le surmenage, parce que la surcharge du travail, c'est plus ça, parce qu'ils s'adonnent beaucoup, ils n'ont quasiment pas de vie familiale, ce qui fait qu'à un moment donné, tout être humain se sent fatigué et a besoin de repos. Donc c'est plus une surcharge de travail, un surmenage qu'autre chose. Donc notre invité est un médecin. On sait qu'être médecin, c'est après 7 ans d'études universitaires. Au minimum 8 ans pour le doctorat et puis après 5 ans pour la spécialisation. La spécialisation. Est-ce que vous avez fait une spécialisation? Si, je suis chirurgien. Chirurgien. Oui, traumatologue orthopédiste. Aujourd'hui, vous intervenez dans... Je suis au CHU Tocoin, j'interviens aussi à Palimé. À Palimé en tant que... Traumatologue orthopédiste. Est-ce que CHP de Palimé. Est-ce que vous faites comment vous faites... Vous avez un don de... Non, pas d'ubiquité, non. Je n'ai pas le don d'ubiquité, mais il faut dire que je suis au centre hospitalier de Palimé comme traumatologue, mais je suis revenu à Lomé pour mon travail au CHU Tocoin. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir choisi ce métier? Non, pas du tout. Vu les conditions dans lesquelles vous travaillez? Par rapport aux conditions, j'estime que c'est conjoncturel. C'est par rapport au pays, c'est peut-être par rapport au fait que la santé n'est pas priorisée. Mais pour le choix du métier, je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret parce que quand vous sortez du Togo, quand vous voyez un peu ce que la médecine fait à l'étranger, dans d'autres pays, c'est extraordinaire. Sans la médecine, l'homme n'est rien, la société n'est rien. Il faut que l'on soit en bonne santé pour tout faire. Sans la santé, l'économie ne sert à rien, l'éducation ne sert à rien. Donc vous comprenez que c'est fondamentalement le secteur clé par rapport auquel on ne peut être indifférent. Donc pour moi, ce choix-là, je ne le regrette pas. Je le referai si c'était à refaire. Et j'adore le métier que je fais. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier ou bien cette carrière? Je crois que c'est plus le côté empathie, le côté amour de l'être humain. Et puis aussi, c'est beaucoup je vais dire, l'être humain me fascine en fait. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme, c'est une machine, excusez-moi la métaphore, c'est une machine que Dieu a inventée et qui séduit et qui passionne. Et donc, connaître le corps humain, connaître l'homme sur le plan organique, pour moi, c'est une fascination. Donc, j'ai voulu faire cela. Et comme Dieu, excusez-moi la prétention, comme Dieu essayait de pouvoir soulager l'homme, de sauver et de donner la vie en fait. Donc de préserver la création divine. C'est ça la passion que j'ai eue et ce que je fais, je le fais parce que j'aime ce que je fais. Est-ce que vous avez eu ça depuis le cours primaire ou bien c'est le long de votre cursus que vous avez décidé? Non, j'ai eu la chance j'ai fait la série C, j'ai eu mon bac C et j'ai voulu faire l'économie appliquée, l'économie, plus les mathématiques appliquées à l'économie. J'ai commencé cette formation-là quand je me suis dit non, ce serait pas mal de faire la médecine aussi. Donc je suis venu, je me suis inscrit à la fac de médecine et j'ai fait la médecine. J'ai eu mon doctorat et après je me suis inscrit pour faire la spécialisation et voilà où j'en suis. Et donc il faut dire que dès l'enfance j'avais plutôt le rêve d'être pilote. Après économiste, mais j'ai fini médecin. De toute façon, les trois métiers ont un point commun, c'est d'être scientifique. J'ai fait la série C et je suis content. Voilà. Et certaines personnes pensent qu'être médecin, c'est la fortune, mais d'autres n'y croient pas. La fortune, c'est trop dire. Même si j'avoue qu'être médecin sous d'autres cieux, c'est fondamentalement le bien-être. Ce n'est pas la fortune, mais c'est que vous êtes à l'abri du besoin élémentaire, je veux dire. Vous prenez les médecins aux États-Unis, vous prenez des traumatologues américains, c'est vraiment la crème
la société américaine. La classification qui se fait aux États-Unis, c'est que les spécialistes, surtout les chirurgiens, traumatologues, neurochirurgiens, chirurgiens cardiaques et tout ça, sont assez bien positionnés dans l'échelle sociale. Et puis après, les avocats viennent, et puis vous avez les hommes d'affaires qui eux-mêmes sont des milliardaires et tout ça. Mais sur le plan des professions, les premiers qui sont bien nantis, c'est les médecins et les avocats. Globalement, aux États-Unis, c'est comme ça. Parce que c'est des métiers pour lesquels on estime que vous agissez sur la vie des gens, sur leur devenir. C'est-à-dire qu'un avocat peut décider de vous mettre en prison, s'il le veut, s'il n'est pas un bon avocat, il vous met en prison. Comme vous sortir d'une mauvaise passe, vous comprenez? Le médecin, lui, gère votre vie. Si le médecin ne vous sauve pas, vous mourrez. Donc, fondamentalement, les gens ont compris l'essence de la médecine. Ce qui fait que les agents de santé sont vraiment logés à de très belles enseignes dans des pays qui ont compris ce que c'est que la médecine. Vous voyez, les pays qui ignorent encore la médecine ou bien qui ont d'autres préoccupations ne comprennent pas qu'il est important, mais qu'il faille faire une bonne place à la santé et donc par ricochet à cette personne qui se dédie à cette profession, malheureusement. Et par rapport au classement que vous venez de faire, notre pays se trouve à quel niveau? Je pense que vous le savez tous, hein, ce n'est pas un dessin qu'il faut faire. Hein. Tout le monde sait que le Togo est très mal classé sur le plan médical. Même si nous avions quand même une très bonne école de formation médicale, sur le plan système de santé, on n'est pas assez bien nanti. Et donc, vous pensez que notre université, surtout la fac de médecine, est bien calée? Donc, pour la formation médicale, jusqu'à un passé très très récent, la fac de médecine du Togo est bien placée. Mais de plus en plus, on remarque qu'il y a des soucis parce que, vous voyez, quand on parle de formation, il n'y a pas que les professeurs, il y a aussi les sites de formation. Et les premiers sites de formation, c'est les hôpitaux. Vous ne pouvez pas prétendre former de bons médecins si vous avez des hôpitaux qui n'arrivent même pas à porter le nom d'hôpital. C'est-à-dire que c'est des hôpitaux de nom, mais au niveau du matériel, il n'en est rien. Donc là, ça va agir profondément et impacter la formation, puisque les gens ne pourront pas faire l'expérience de la pratique. Voilà. D'autant plus que de plus en plus, vous voyez qu'on voit des étudiants se faire former dans les CMS, en médecine. Être en stage dans les CMS, c'est tout simplement extraordinaire. Ça ne se voit nulle part. La norme, donc, c'est dans les hôpitaux universitaires, s'il vous plaît, où on estime que le technique est élevé et que ceux qui y sont ont un savoir à donner. Vous voyez un peu? C'est comme on le dit, c'est des teaching hospitals en anglais. Là, on parle d'hôpital universitaire en français. C'est-à-dire que là, quand vous y allez, on vous forme. Il y a la formation, il y a la pratique et il y a tout. Donc, c'est souvent des hôpitaux de référence qui servent de milieu de formation. Et après, on peut vous injecter dans des milieux ruraux pour que vous puissiez aussi être un peu au contact des réalités et de ne pas être trop dans l'abstrait. Vous voyez un peu? Donc, tout cela fait partie de la formation. Malheureusement, de plus en plus, ce que nous avons comme technique dans notre pays est assez délétère, obsolète, pour ne pas dire ringard. Vous voyez, ce qui fait que, bon, malheureusement, cette formation-là prend un cours sérieux. N'est-ce pas le manque de centres hospitaliers universitaires qui fait qu'on pousse les jeunes étudiants en médecine vers les CMS? Non, c'est pas le manque. Il y a deux facteurs qui se conjuguent à la fois. Le nombre des étudiants, à cause du système LMD entre-temps, le nombre des étudiants qui étaient initialement à 50, parce qu'on avait un numerus clausus à la fac de médecine, qui est maintenant devenu faculté des centres de santé, qui fixait à 50 le nombre d'admis de la première année en deuxième année. Alors que le système LMD, ce verrou a été sauté, ce qui fait qu'il y a un afflux massif de personnes. Or, cet afflux massif de personnes ne tient pas compte des disponibilités des hôpitaux et de leur capacité d'accueillir les gens formés. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Il faut forcément qu'il y ait une adéquation entre l'emploi et la formation. On ne peut pas ouvrir les vannes pour qu'il y ait un appel d'air important sans fondamentalement prévoir comment recevoir les gens. C'est ce qu'on a fait malheureusement, comme toujours dans notre pays. Donc on a ouvert les vannes, on n'a pas prévu quel est le devenu de cette personne-là. Ça fait que bon, là on peut avoir 300 étudiants, mais on ne peut pas les envoyer tous au CHU de quoi ou bien au CHU Campus. Il n'y a pas de structure d'accueil. Voilà, pour les accueillir. Donc quand on les envoie au CHU Commune, à l'hôpital de Baie, après il faut les envoyer dans les CMS. C'est ça la réalité. Et voilà, c'est pour résoudre tous ces mots que vous avez intégré le Synfort. Vous avez intégré le Synfort, vous êtes un membre fondateur du Synfort.
J'étais là à l'origine du CENFOT, j'étais encore étudiant en médecine. En 2005, c'était en 2005 que le CENFOT a été En 2005, donc j'ai suivi de très près l'érection du CENFOT en syndicat et je peux dire que ma vie, c'est un peu le CENFOT parce que ça fait 13 ans de mon existence, quasiment, c'est beaucoup pour l'âge que j'ai. Quand j'enlève les 13 ans de mon existence, de l'âge que j'ai, c'est quasiment ma vie et le CENFOT, c'est une part de mon existence. Voilà. Et dans quelles conditions le CENFOT a été mis sur pied? Non, le CENFOT est né vraiment de l'envie de certains jeunes médecins, maîtres assistants à l'époque. Je peux citer le professeur David Dosset, je peux citer le professeur Atiwala et d'autres encore aussi bien. L'ironie du sort, c'est que de l'histoire, c'est qu'il y avait aussi des médecins militaires qui avaient participé à la construction. Je ne dis pas de secret, hein, mais je dis les choses telles quelles, à la construction de ce syndicat, parce que c'était des jeunes qui, à un moment donné, se sont rendus compte qu'il y a un problème, parce que les médecins au Togo n'avancent pas. On reste calqué sur des comportements, des pratiques un peu obsolètes et qu'il n'y avait pas de la valeur donnée à la pratique médicale, donc du coup aux médecins en question. Et là, il a semblé important de créer une dynamique qui puisse changer et inverser la courbe. Sinon, le Togo évoluait vers un désastre. Bon, heureusement que le CENFOT est né, ce qui a freiné un peu notre descente programmée en enfer. Voilà. Et qui a essayé de remettre un peu les choses à leur place. Est-ce à dire que vos aînés n'y avaient pas pensé, les anciens docteurs qui étaient dans la carrière? Non, je crois que tout cela procède du fait que notre pays était dans une situation particulière. Il y avait une sorte de chape de plomb qui existait et chacun, en fait, pour évoluer, se devait d'être soit dans le silence, soit ne pas avoir une position de rebelle ou ne pas être trop dans la contestation. Donc du coup, les gens se tenaient à carreau, ils étaient calmes, ils ne parlaient pratiquement pas. Les choses se faisaient, les gens voyaient les situations mais ne les déploraient pas. À la limite, s'ils les déploraient, c'est dans le secret de leur chambre. Et puis à l'époque, on disait que les murs avaient des oreilles, donc du coup, les gens évitaient de parler. Je pense que c'était un corollaire de la situation politique qui était assez pénible dans les années 80-90, où les gens n'avaient pas. Mais il faut même dire que pendant cette période-là, la santé était mieux, puisqu'il y avait une gratuité des soins, jusqu'à l'année 90, où les choses ont changé un tout petit peu. Maintenant, après les années 90, c'était carrément la descente aux enfers, dans l'obscurité. Et puis après, les années 2000 ont connu l'arrivée du CENFOT en 2005, qui a commencé par essayer de poser des problèmes avec courage, avec abnégation, ténacité, pour qu'on puisse aller à des solutions pérennes. Si le CENFOT doit faire un bilan pratiquement 2005-2018, on peut parler de 5, 10, ça fait 10, 15, ça fait 18, 13 ans. 13 ans. Quel bilan le CENFOT peut faire? On ne va pas se jeter des fleurs, mais nous sommes assez humbles et modestes. Il faut dire quand même qu'on vient d'assez loin. Le CENFOT a été à l'origine de beaucoup de chamboulements positifs dans le système de santé. Quand on parle des primes de garde qui étaient à 1000 francs en 2005, qui sont passées à 5 000, 3 000, 5 000 en 2000, en 2010, et qui vont probablement connaître une amélioration dans les jours et mois à venir. Il faut dire qu'il y a eu une évolution. Quand on voit les primes de risque qui étaient à des sommes vraiment pitoyables, indignes des êtres humains, qu'on a pu, par nos mouvements, faire avancer, il faut dire que ce n'est pas rien. Donc du coup, le CENFOT, par ses actions, est arrivé à non seulement changer, améliorer un peu les conditions de vie des travailleurs de la santé, mais aussi impacter le cadre de travail de la santé en demandant des équipements, des actions pour faire comprendre que nos structures ne sont pas ce qu'elles doivent être et en amenant le gouvernement à penser à l'évolution des structures de santé aux standards internationaux. Donc, fondamentalement, le CENFOT est une dynamique pour amener la santé au niveau du Togo à des valeurs internationales. Et aujourd'hui, il n'y a que des jeunes qui sont
porte-flambeau de ce syndicat, si on vient de citer le professeur Dossé, le professeur Tchaléganou, le professeur Atiwala. Et j'ai été impacté en lisant sur Facebook que l'un des trois docteurs disait que même si on les écoutait la lutte continuera. Qu'est-ce qui vous donne ce déterminisme? Non, ce n'est pas qu'est-ce qui nous donne, mais ça va de soi. À la limite, vous savez, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une mort, quoi. Donc elle est unie. Et la vie ne sert pas d'être vécue si vous n'avez pas un idéal. C'est-à-dire, quand vous vivez, il faudrait qu'à la fin de votre existence, on puisse dire que oui, ici vécu un homme qui avait des valeurs, qui était un homme digne. Et ça, quand vous avez ça à l'esprit, rien ne peut vous chambouler, rien ne peut vous ébranler. Ça, c'est fondamental. Et puis, il faut dire que quand vous avez comme boussole la vérité et le bien, forcément, vous ne pouvez qu'avancer. Et tout ce qui est mort, tout ce qui est négatif, ne peut pas vous faire peur. Et il faut dire que le cerveau est né de là. Le cerveau est né d'un esprit de faire forcément le bien, de chercher à tout prix le bien. Comme cela nous coûte, il faut qu'on aille au bien, fondamentalement. Et c'est ce qui fait qu'on est solidaire, c'est ce qui fait qu'on est toujours là, en fait. Et c'est pour ça que quand vous verrez nos actions, c'est à l'aune, en fait, de ce bien-là. Nous ne sommes pas dans des attitudes propagandistes, nous ne sommes pas dans de la surenchère, mais tout ce que nous disons est vérifiable. D'accord? Et nous posons des actions pour prouver que nous ne sommes pas uniquement que dans la contestation, nous sommes également dans la proposition de solutions. Et quand cela est acquis, vous comprenez que le déterminisme dont qu'on a ne peut être que l'émanation de cette quête profonde et perpétuelle du bien. Certainement que les Togolais ne vous comprennent pas. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui? Non, les Togolais nous comprennent. Dire qu'ils ne nous comprennent pas. Puisque tout récemment, les gens ont traité votre grève sèche d'inhumain. Oui, c'est bon, pas tous. Hein. Je pense que ceux qui l'ont fait peut-être n'avaient pas tous les éléments d'appréciation. Non, vous savez, la grève sèche qu'on avait décrétée en soi, elle existait depuis déjà. C'est-à-dire que nous étions juste une sorte de couvercle sur l'immondice dans la poubelle. Tout ce qui était saleté, tout ce qui était pourriture, nous couvrions ça à notre présence à l'hôpital parce que nous essayons de cacher les défaillances du système de santé. Les gens se sacrifiaient, les gens faisaient beaucoup de choses pour que les gens ne voient pas les manquements. Quand vous allez à l'hôpital et qu'il n'y a pas d'ampoule de l'adrénaline, il n'y a pas les premiers soins qu'on peut vous faire, il n'y a pas de bloc opératoire adéquat pour vous opérer, il n'y a pas. Ça pose problème. Et le Togolais, malheureusement, c'est cette population qui, tant que il ne voit pas les faits, pense que c'est toujours bon comme ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, c'est ça. On est habitué à faire ça. Non, il ne faut pas chercher plus, reste là. Non, penser ça est réducteur. Chercher plus, ce n'est pas un péché. Au contraire, ça forge un état d'âme, ça forge une conviction et ça te donne la force d'avancer. Mais rester à dire, moi, on dit que ça c'est réducteur et tu ne peux jamais avancer. Donc les Togolais sont habitués à venir à l'hôpital et à venir quémander, à la limite à mendier et puis à négocier les soins. Et quand vous ne les soignez pas, les gens pensent que c'est vous qui êtes arrogant, qui ne faites pas votre travail. Et ils ne voient pas la charge de travail que vous avez, ils ne voient pas les manquements. Parce qu'ils ne savent pas en fait ce qui manque. Donc pour eux, c'est vous qui êtes devant, donc c'est vous qu'on accuse fondamentalement. On s'est dit, ok, c'est bon qu'on soit accusé et que vous savez bien que les Togolais découvrent ce qui se passe réellement. Donc on arrête de travailler pour que les gens voient un peu la situation. Maintenant que les gens se rendent compte que les médecins sont importants et qu'il y a des manquements réels au niveau des hôpitaux, je pense qu'il est fondamental que ces mêmes personnes qui nous accusent puissent aussi nous défendre et faire en sorte que ce que nous réclamons pour elles, ces personnes-là, pas pour nous seulement, mais pour elles avant tout, que cela se fasse. Mais l'État pense le contraire. Pour l'État, c'est la mauvaise gestion qui entraîne tous ces problèmes. D'où l'État a instauré, on l'a vu le 27, ou bien dans la semaine du 27 avril, le chef de l'État a lancé le projet de contractualisation de l'hôpital Sylvanus Olympio. Oui.
Mais est-ce que, bon, pour les médecins, ce sont les conditions de travail, de vie qui ne sont pas adéquates, mais pour l'État, c'est une gestion, c'est la mauvaise gestion. Non, il faut dire que la mauvaise gestion, elle est connue de tous. Hein. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui ont des dettes de 1 milliard, hein. Ça, c'est connu. Il y en a qui ont des dettes de 120 millions, 100 millions. Ces dettes-là ne proviennent pas de la vente des médicaments dont on affuble les médecins ou les agents de santé ou des infirmiers. Ça ne provient pas des soi-disant détournements de seringues ou de trucs. Non, ça provient de la gestion même des fonds des hôpitaux par ceux qui administrent les hôpitaux-là. Donc s'il y a un problème de gestion, ce ne sont pas les médecins qui gèrent les hôpitaux. Je suis désolé. C'est les gens que le gouvernement même nomme à ces postes-là qui gèrent les hôpitaux. Ce sont ces personnes-là qui gèrent mal les hôpitaux. Donc s'il faut agir, c'est par rapport à ces personnes qu'on nomme dans les hôpitaux. Maintenant, par rapport aux médecins, nous avons des faits que nous reconnaissons. Et je pense que ces faits-là, au niveau des médecins et agents de santé, c'est des faits marginaux, qu'on ne peut pas sortir comme étant des faits qui impactent à ce point la production des hôpitaux. Non, les hôpitaux produisent. La gestion des fonds des hôpitaux se fait par des administratifs qui sont nommés par le gouvernement, par le ministère de la Santé, en l'occurrence. Vous comprenez? Et donc, s'il y a un problème de gestion dans les hôpitaux, il faut plutôt s'en prendre à ceux qui sont nommés pour gérer les hôpitaux et non ceux qui travaillent dans ces hôpitaux-là. Maintenant, si on remarque qu'il y a des faits qui sont imputables à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, il faut en discuter, trouver les voies et moyens pour que les faits imputables soient discutés. Mais quand on parle de gestion des hôpitaux, c'est au ministère de la Santé de s'en prendre à ceux que lui-même nomme comme gestionnaires dans les hôpitaux. Ce n'est pas aux médecins qu'il faut. Et aujourd'hui, êtes-vous contre la contractualisation ou bien vous êtes pour? Il est important qu'on précise les choses. Vous savez, la contractualisation, par définition, c'est de remettre une structure d'accord public à une gestion privée. C'est comme privatiser la structure. En somme, c'est ça. Et si on s'en tient au sens premier de ce mot-là, ça voudrait dire que tout rentre dans la main du contractant, de celui qui doit gérer aussi bien les ressources humaines, les équipements, que l'aspect financier et économique. Est-ce qu'on se comprend? Oui, et aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on dit qu'on contractualise un hôpital, c'est que du recrutement jusque... C'est dans la main d'une la société qui s'en occupe. Ce qui a fait qu'au départ, quand l'expression est sortie, nous avions dit non, il y a un problème. On ne peut pas remettre la santé, surtout l'aspect public de la santé, entre les mains d'une société privée. Parce que les hôpitaux publics ont une vocation publique. C'est du devoir et du ressort du gouvernement d'apporter la santé à la population. Les taxes payées doivent servir à ça. Donc, garantir la santé à sa population, ce n'est pas une faveur, c'est un droit que le gouvernement, quel qu'il soit, se doit de garantir pour la population. Est-ce qu'on se comprend? Oui, aussi. Et donc, confier l'hôpital public au secteur privé aura fondamentalement une conséquence. Le privé qui vient, ce n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas le sous-catholique. Quand il arrive, quand il investit, il va forcément vouloir récupérer de l'argent. Et donc, s'il investit dans un hôpital comme le CHU Tokoin, totalement délabré avec des milliards de dettes, alors ce monsieur qui vient injecter des milliards va vouloir récupérer son investissement. Donc forcément, il va vouloir amortir son investissement. Et donc, il va récupérer ça comment? C'est sur l'augmentation des coûts de prestation. Est-ce qu'on se comprend? C'est aussi basique que ça. Normalement, donc, l'État doit garantir la santé à la population. Donc, à un coût un peu dérisoire qui va permettre à la population d'avoir accès aux soins. De la santé publique, c'est pour ça qu'on parle d'hôpital public, par opposition aux hôpitaux privés. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans les hôpitaux privés, quand vous y allez, vous en avez pour votre argent. Ça, c'est clair. Le gars vend quelque chose, quand vous allez pour acheter, vous mettez l'argent pour prendre. Si vous n'avez pas les sous, vous n'y allez pas. Mais dans l'hôpital public, quand vous y arrivez, on doit vous soigner. Et donc, les coûts doivent être accessibles à tous. Et donc, on a fait comprendre qu'il faut qu'on comprenne comment ça va se faire. On a parlé des coûts des prestations, qui sont théoriquement des coûts sociaux. Si on remet
donc la société, l'hôpital au privé, est-ce qu'on va garantir ses coûts au niveau actuel? Première question. Deuxième question, si on remet l'hôpital, la santé, l'hôpital à un institut privé, comment va se gérer le personnel? Est-ce que la structure peut licencier des gens? Parce que ça, quand vous remettez quelque chose à un privé, le privé recherche forcément l'intérêt. Et dans la quête de l'intérêt, le privé peut décider de licencier, de limoger des gens qu'il estime ne pas être productifs pour lui et en recruter ceux qui peuvent être productifs. Ou bien il peut même aller dans un plan de licenciement en se disant non, j'ai un personnel qui est trop important, donc il me faut réduire parce que j'ai une charge salariale que je dois gérer. Le gars réfléchit en termes d'économie. Voilà, de business. Il n'est pas là pour nos beaux yeux. Parce qu'il va investir. Les équipements qu'il va acheter, il faut les amortir. Et donc, fondamentalement, il faut augmenter les coûts. Tout cela, il faut qu'on se pose des questions. Donc, on a demandé à comprendre. Et quand on a commencé par poser des problèmes, les gens commençaient par comprendre que quelque part, on n'avait pas tort. Et quelques temps après, nous avions tenu une grande réunion au niveau africain, international, parce que le SYNFOD est membre de l'ISP, qui est l'international des services publics. Donc, on a tenu une grande réunion et il faut dire que ce groupement de syndicats internationaux, donc ce groupement-là, a un principe, c'est de ne pas être d'accord avec les PPP, le partenariat public-privé. Donc, ils sont venus, on a discuté et il y a eu des exposés qui ont expliqué un peu ce qu'était que la contractualisation au sens premier du terme. Donc, fort de cela, on a parlé aussi avec le ministre de la Santé et finalement, les choses ont évolué. Il nous a été dit après qu'en fait, ce n'était pas la contractualisation au sens premier du terme, c'est-à-dire confier tout, aussi bien équipement, personnel que gestion économique à la structure conventionnelle, mais qu'il va s'agir d'une délégation de gestion. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que on délègue certains pouvoirs à la structure. Le personnel n'est pas l'affaire du contractant. Les équipements ne seront pas l'affaire du contractant, mais il va s'agir uniquement que de la gestion. Donc, ce qui se produira. Donc, quand l'individu est venu à l'hôpital, ce qu'il paie. Tout ce qui se produit comme sous au niveau des structures publiques seront gérés par la structure privée. Et elles vont veiller à faire en sorte qu'on assainisse la gestion, les circuits de gestion, les circuits d'approvisionnement, ainsi de suite. En tout cas, tous les points sensibles. Je vais parler de poches. Toutes les poches financières seront donc mobilisées par la structure contractante pour pouvoir permettre à ce que l'argent qui rentre ne se dissipe pas comme une vapeur, comme de la fumée, mais que cet argent-là puisse rentrer vraiment et qu'on sache ce qu'on produit. Parce qu'il est quand même nécessaire que les hôpitaux produisent de l'argent et que d'autres personnes quelque part soient là, se sucrent tranquillement sans mettre plein les poches. Et alors qu'il n'y a pas de coton, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de seringue, mais d'autres sont là, ils ont construit des maisons, ils s'en mettent plein les poches. C'est pas normal. Donc cet aspect-là, d'assainir la gestion, oui, tout le monde est d'accord là-dessus parce que nous savons les réalités. Puisqu'il fut un temps où vous aviez des circuits, excusez-moi, à la limite mafieux, où celui qui est nommé directeur d'un hôpital est redevable à celui qui l'a proposé à nomination et puis est redevable à celui qui l'a nommé. Et donc, les circuits font que c'est des bons d'essence de 1000 litres par mois qui sont envoyés à des gens ou c'est des soucis qui sont envoyés à des gens. Tout ça, là, on savait. On l'a dénoncé par le passé. Mais puisqu'on nous a affublés de l'étiquette d'opposants, les gens ont jugé bon de ne pas nous écouter. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord. S'ils pensent que le problème qu'on a posé il y a bientôt 10 ans est réel et qu'ils veulent le régler, on applaudit des mains et on dit que c'est une bonne chose. Parce que là, en vouloir régler ça, il faut avoir le courage d'identifier ces gens-là qui détournent les fonds. À la limite, vous les mettez de côté et vous mettez de nouvelles personnes pour bien gérer. C'est ce que nous disons. Donc, aujourd'hui, la contractualisation telle que dit, c'est une gestion. C'est en fait une délégation de gestion, puisque l'État ne sous-traite pas les équipements ou bien la question des équipements à la société, aussi bien le personnel soignant à la société. Donc l'État conserve la main sur le personnel et sur les équipements de ces hôpitaux-là. Donc c'est une délégation de gestion qui est une forme. Mais le problème persiste toujours aujourd'hui. Vous dénoncez la vétusté des infrastructures. Donc si la structure privée n'a pas
ce pouvoir de régler les infrastructures. Si l'État, on doit encore attendre l'État, donc ce que vos revendications restent toujours de mise. Non, c'est pour ça que actuellement, je peux vous le dire, il y a une table qui a été ouverte. On va en venir. On va un groupe de travail et justement, dans ce groupe de travail, on est en train de discuter de ça. Parce que notre plateforme est assez claire, c'est de faire en sorte qu'on puisse recruter du personnel, parce qu'on en manque cruellement, de faire en sorte que les contractuels qui travaillent dans les centres soient absorbés au niveau général, de faire en sorte que les équipements soient acquis pour les hôpitaux, qu'on réhabilite les centres et de construire de nouveaux hôpitaux modernes, un au nord, un au sud. Et pour finir, trouver un statut particulier pour les travailleurs de santé et garantir leur sécurité et santé au travail. Donc voilà un peu ramasser notre plateforme qui insiste également sur les médicaments, comment les médicaments sont acquis, comment ils sont gérés au niveau des hôpitaux. Et ce qui est aussi important, c'est de toucher du doigt la vente parallèle des médicaments qui s'opèrent dans les hôpitaux. Donc nous sommes prêts à parler de tout ça. Vous voyez, on n'est pas le genre à cacher les choses. Nous disons les choses telles quelles parce que nous sommes des gens sincères et parce que nous voulons que notre pays avance. Bien sûr, donc le Synfort est membre de la STT. La STT a été portée sur les fonds baptismaux en 2012, je crois. 2013. Donc, quelle est la relation entre la STT et le Synfort? Il faut dire que le Synfort est un membre fondateur de la STT. Je me rappelle très bien de cet événement-là. C'était en 2013, juste au lendemain de la grève, la grève générale annoncée par les centrales syndicales à l'époque et qu'elles ont jugé rapidement bon de vouloir arrêter sans forcément prendre l'avis de la base. Et nous avions refusé cela parce que, vous comprenez, nous sommes au XXIe siècle, quoi. Et il y a des comportements d'un autre âge qu'on ne peut plus accepter. Vous voyez, nous rendons grâce à Dieu que nous ayons la lumière et que nous ayons l'intelligence. Donc ces comportements-là de notre âge ne sont plus acceptables. Donc du coup, le Synfort, avec des syndicats de l'enseignement à l'époque, on s'est retrouvé au CHU Tourcoing. C'est là que la dynamique de la STT a été lancée. Initialement, ce n'était pas une centrale, c'était un mouvement de syndicats qui n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder des autres centrales syndicales et qui demandaient en fait qu'on aille à l'adoption du statut général qui a été adopté précipitamment le dimanche là, mais qui demandait qu'à ce statut-là, qu'on annexe la grille pour pouvoir améliorer les salaires des fonctionnaires globalement. Vous voyez? Donc c'est ce qui nous a amené à créer la STT. Et la STT a fait des mouvements, entre autres, qui ont malheureusement débouché au meurtre et à l'assassinat de deux enfants à Dapaon. Le 14 avril 2013, Sinandare et Duti, qui ont été fauchés dans leur jeunesse par des balles meurtrières. Et donc, ça fait 5 ans aujourd'hui, et nous avons, dans cet élan-là, en 2013, on a pu obtenir 20-30 000 francs d'augmentation sur les salaires des travailleurs qui ont été transformés en points d'indice et puis en valeur indiciaire, à peu près 6% pour la valeur indiciaire, ce qui a changé la valeur indiciaire du Togo aujourd'hui qui est passé à 1100, d'accord, et puis avec un bonus sur les points d'indice des fonctionnaires. Il n'y a pas eu de centrale syndicale qui ait pu obtenir ça depuis que le Togo est Togo. Donc la STT est arrivée et a pu obtenir ça par ces mouvements et je tiens à le dire parce qu'il est important de le préciser. Et nous, donc, c'est la dynamique dans laquelle nous sommes. Et 5 ans après ce mouvement-là, il est clair que le problème de la valeur indiciaire persiste parce qu'il n'y a eu que 6% qui ont été ajoutés. Nous réclamions 100% en fait. Donc 6% de la valeur indiciaire, puisque c'était en tenant compte de la situation des 20 ans depuis les années 94 à la direction du franc CFA. Le Togo est resté le seul pays qui n'a pas de mesures d'accompagnement pour rehausser le salaire de ses fonctionnaires. Donc, par rapport à ça, on demandait juste un rétablissement de la justice sociale à l'époque, parce que de 1994 à 2013 à l'époque, c'était plus d'une vingtaine d'années. Donc on demandait juste que cela se fasse. Et donc il fallait faire un doublement de la valeur indiciaire
vous comprenez, pour revenir à la situation produite du franc CFA en 1994. Et dans le mouvement, le gouvernement a estimé que convertir les 30 000 et 20 000 en valeur indiciaire serait catastrophique pour eux. Et ils ont juste concédé qu'on mette 6% au niveau de la valeur indiciaire et qu'on transforme le reste en point d'indice parce qu'ils voulaient qu'on discute après de comment augmenter la valeur indiciaire au fil des années jusqu'en 2018. Malheureusement, rien n'a été fait pendant les 5 ans. On est resté là, on n'a pas bougé. Et nous avions donc introduit en 2017 déjà, des courriers pour faire comprendre au gouvernement qu'il était important qu'on revienne sur ce point-là. C'est ce qui a expliqué le mouvement de la STP ces derniers temps. Et le 1er mai, vous avez choisi de marcher en noir pour dire quoi au gouvernement? Non, en fait, le choix de la couleur noire, c'était pour exprimer notre mécontentement au gouvernement sur le fait que ça fait 5 ans que la plateforme de revendication est sur la table du gouvernement, 5 ans qu'on fait quasiment de l'immobilisme et qu'il est important d'avancer sur les choses. Donc c'était pour exprimer mes mécontentement au gouvernement que le choix de manifester en noir a été fait. Est-ce que diriez-vous que vous avez été écouté si après cette manifestation en noir, le ministre de la fonction publique ouvre un terrain de discussion qui a débuté le vendredi? Je pense que ça a eu un effet, fondamentalement. C'est l'une des conséquences. Absolument. Vous voulez que je dise quoi? Ce qui est clair, c'est que ça a eu de l'effet et le fait qu'on ait manifesté autrement dans le respect des valeurs de la nation togolaise, oui, ça a eu de l'effet. Et si ils ont ouvert la table, ils avaient prévu de le faire dans 2 semaines, mais ils ont ouvert ça plus tôt. Donc, il faut dire que ça a eu de l'effet et nous en sommes fiers. Mais vous avez suspendu vos mouvements. Est-ce une capitulation? Mais pas du tout, c'est mal connaître la STT, mon cher. C'est mal connaître la STT. Non, c'est pas une capitulation, c'est juste être raisonnable, en fait. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est pour montrer aux gens que nous ne sommes pas dans la caricature qu'ils essayent de mettre sur nous. On n'est pas dans la caricature ni dans la posture. Nous sommes dans une dynamique de changement et d'évolution positive. Vous comprenez cela? Nous sommes assez réfléchis et nous savons quand lancer des mouvements et quand nous arrêter. Le gouvernement a ouvert une table de négociation et a estimé que les centrales se rencontreraient au moins 3 fois par mois. 3 fois par mois pour discuter. Et les points de discussion sont connus de tous. Ces points concernent les statuts particuliers, ça part de l'indemnité de départ à la retraite qui a été suspendue en 2011 parce qu'à l'époque, il y avait une loi qui a été prise en 2007 qui demandait à ce que tous les fonctionnaires qui partent à la retraite aient 1 an de dotation salariale. C'est-à-dire qu'ils ont un montant qui correspond à 1 an de leur salaire. Donc, globalement, ils partent avec ça et ils pouvaient fondamentalement l'utiliser le temps qu'ils commencent à percevoir leur pension parce que ça prend du temps de percevoir sa pension. Il y en a qui font 6 mois, qui font 1 an, qui font même 2 ans, ils ne sont pas percevoir leur pension. Et donc cette indemnité permettait aux gens de pouvoir vivre un peu. Les gens qui ont fait 25 ans, 30 ans de service, c'est quand même, franchement, c'est le minimum qu'on puisse faire pour leur dire merci. Maintenant, penser que c'est une vue de l'esprit, j'estime quand même que c'est un peu de mépris envers ceux qui ont consacré leur vie et qui ont servi un pays pendant 25 et 30 ans. Et donc ce qui se fait dans tous les pays d'abord au niveau de l'Afrique et qui se fait même dans notre pays au Togo. Parce que je vous informe que dans le privé, ça existe. Quand les gens vont à la retraite, ils ont cette indemnité de départ à la retraite. Et même encore mieux, les agents permanents du public en bénéficient. Alors pourquoi est-ce que les fonctionnaires du public n'en bénéficieraient pas? Fondamentalement, ils sont un peu sérieux quand même. Vous voyez? Donc c'est pour ça que, entre autres, si le gouvernement décide d'ouvrir cette table de négociation et discuter 3 fois par mois avec les centrales syndicales, estimons qu'on peut y aller et discuter avec le gouvernement. Maintenant, s'il y a un problème, on reviendra en informer la base et on décidera de ce qu'il y a à faire. Est-ce que, vu le passé, avez-vous foi à ce dialogue social? Vous savez, moi je suis un optimiste né. Je ne doute pas des gens, je fais confiance, mais en restant prudent. Ça veut dire? Ça veut tout dire, mon cher. Ça veut dire que nous ne sommes pas des naïfs. Nous savons à quoi nous attendre et nous ferons en sorte que les occasions de dialogue qui sont un ferment pour une nation,
sont pas des occasions ratées. Ça, soyez sûr. Nous ferons en sorte qu'on arrive toujours à quelque chose de bien pour nous les travailleurs, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est de bien pour le gouvernement aussi. Parce qu'ils ne le savent pas malheureusement très souvent. Mais c'est pour leur bien aussi, parce que la plupart du temps, il y en a parmi eux qui sont des fonctionnaires. Vous voyez, et quand ils sont au niveau du gouvernement, ils en oublient qu'ils sont des fonctionnaires. Ce n'est qu'après avoir perdu le poste ministériel qu'ils se rendent compte en fait qu'il y a une réalité qui les attend. Vous comprenez? Non. Il faut qu'on se débarrasse de tout ça. Quand on travaille, c'est pour son peuple et c'est pour son pays qu'on le fait. Ce n'est pas pour uniquement un idéal ou bien pour uniquement une mouvance. Non. Et toi, rencontre dans un mois, ne voyez-vous pas que ça sera un peu long le bout du tunnel, dans la mesure où le ministre a stipulé qu'il n'y aura pas de sujet tabou, toutes les revendications seront prises en charge? Non, oui, les revendications sont listées. Il y a une liste que je connais très bien, je peux vous la donner ici, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Et les revendications sont connues. Il faut dire que ça concerne aussi bien le secteur formel, informel, que le privé et le public. Vous comprenez? C'est vraiment un ensemble de choses. Maintenant, ce qui va se faire, c'est que je pense qu'il y aura une alternance entre les sujets du public et les sujets du privé. Parce que le privé aussi a des travailleurs. Vous comprenez? Il y a des gens dont le droit est totalement méprisé. Et il faut quand même qu'on parle d'eux. Et on n'est pas orgueilleux au niveau de la synergie. Non, nous sommes réalistes et nous, là où on parle des travailleurs, nous y serons. Mais nous ferons en sorte que les travailleurs soient toujours les gagnants. Puisque au gouvernement, c'est des travailleurs aussi. Tel qu'on connaît notre gouvernement, bon, d'habitude, ils mettent le truc en avant, mais après, on voit, il y a un peu de doublement. Aujourd'hui, bon, vous êtes d'accord, 3 fois par mois. Et mais jusqu'à quand est-ce que vous envisagez la fin de cette discussion? Non, si. On envisage forcément la fin de la discussion. C'est 3 fois par mois. Écoutez, monsieur, si ça traîne, si ça piétine, si ça claudique, nous allons prendre la mesure des choses. Non, c'est ce qu'il y a de bien au niveau de la synergie. Ce n'est pas une centrale qui doit à quelqu'un. Vous comprenez? C'est une centrale qui ne doit qu'aux travailleurs. Donc la SCT peut se retirer à tout moment si les conditions ne lui sied pas. Si la SCT estime que oui, les conditions, le dialogue peine à trouver des solutions concrètes, oui, la SCT peut se retirer. Et au cas où c'est l'échec, on ne l'envisage pas? Non, l'échec, pourquoi? Bon, vos attentes ne sont pas comblées. On fera ce qu'on sait faire. C'est quoi? S'il y a l'échec, on va utiliser ce que nous avons comme outil en tant que syndicaliste. Donc vous espérez forcément que ce dialogue aboutisse et que les Togolais reviennent à de bons sentiments? Oui, ce n'est pas qu'on espère, mais c'est ce qui doit être fait en fait. C'est-à-dire quand on va parler d'espoir, c'est comme si non, c'est ce qui doit être fait. Le gouvernement étant responsable, c'est forcément qu'il doit trouver une solution à ça. L'apaisement social est à ce prix. Alors, à moins que le gouvernement ne veut pas d'apaisement social. Sinon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas ce qu'on ait une entente. Je ne comprendrais pas cela. Donc vous êtes satisfait à la sortie de la première rencontre comme les autres syndicats que ça augure? Parler de satisfaction, c'est un gros mot. Non. Parce qu'il y a l'un des représentants des syndicats qui a exprimé que c'est sur une bonne voie. Et parce que c'est ouvert. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise voie, non? Quand on ouvre un dialogue, c'est une bonne voie. Maintenant, il faut laisser les choses commencer par se faire pour apprécier vraiment de la quintessence des discussions et des éléments qui sortent des discussions. Pour l'instant, ce n'est qu'une cérémonie d'ouverture, on en prend acte. Maintenant, on va assister au débat, on va faire les débats et on appréciera au fur et à mesure des débats de la franchise de la société de chacune des parties qui assistent à ces discussions. Et s'il y a un souhait à faire au gouvernement, qu'en direz-vous? Non, je n'ai pas de souhait à faire encore une fois. C'est ce que je vais vous dire. Je dis que nous tous avons intérêt à ce que nous ayons une solution à ce dialogue-là. Fondamentalement, personne ne sortirait grandi ou vainqueur d'un échec de ce dialogue. Et donc, je crois que toutes les parties devraient converger à ce que nous ayons des solutions. Parce que ce que nous disons, c'est assez simple. Le salaire des travailleurs togolais n'est pas ce qu'il doit être. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ce n'est pas faux. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Discutons-en. Nous avons le secteur informel, nous avons le privé où les gens sont encore à 20 000, à 25 000 francs de salaire par mois, où les gens ne sont pas déclarés à la caisse, où les gens vivent. Mais attendez, il faut arrêter ça. Et qui ne veut pas un bon salaire? Dites-moi. Non, dites-moi, qui ne veut pas un bon salaire?
qui ne veut pas qu'il y ait des lois qui permettent à ce qu'on traite bien les gens. Vous pouvez comprendre que dans un pays, on paie des gens à 1000 francs, à 1000 francs tous les 2 jours. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas ce qui est recommandé par... Excusez-moi, si je vous offusque humainement, vous ne dites pas tout. Vous êtes déclaré à la caisse? Ah, ça c'est professionnel, secret professionnel. Non, justement, c'est des vérités que nous devons dire. Je suis désolé, on ne peut pas être travailleur et être déclaré à la caisse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est des faits réels. Et quand nous disons cela, il faut que vous compreniez, que les gens comprennent que ce n'est pas pour venir parler de quelqu'un, c'est pour parler de nous, pour créer un cadre de prospérité globale. Vous comprenez ça? Nous allons parler de ça justement. Toutes ces entreprises qui ne déclarent pas le personnel à la caisse, on verra ce qu'on doit leur faire. On ne peut pas comprendre que les gens travaillent et qu'ils soient payés à 25 000 alors que le SMIC est à 35 000 autour. Ce n'est pas possible. C'est des vérités. Vous comprenez, monsieur? Donc, c'est autant de choses que nous devons avoir le courage de dire. Et nous, au niveau de la cité, nous travaillons pour que cela se fasse. Voilà. Vivement que cela soit fait. Nous allons aborder le dernier virage de cette émission. Nous allons parler d'une décision prise en Conseil des ministres. Ça concerne l'hygiène. C'est toujours dans le domaine de la santé. Dorénavant, si vous sortez et vous jetez de l'eau dans la rue, vous êtes amendé. D'abord, quelles sont les conséquences d'abord en jetant de l'eau dans la rue? Donc, vous comprenez que c'est vraiment... ça a un impact négatif sur la santé publique. Vous voyez, normalement, on devrait avoir un système d'évacuation d'eau usée, un système de canalisation qui fera que toutes les maisons devraient être accordées, d'accord? Mais ce n'est pas le cas chez nous, malheureusement. Donc, il faut que les maisons soient dotées déjà de latrines et puis de systèmes d'évacuation d'eau usée. Sortir et jeter de l'eau dans la rue, qui d'abord est un espace public, ne vous appartient pas, c'est déjà une infraction. Et donc, fondamentalement, nous saluons cette disposition, mais ce qui est aussi bien, c'est maintenant de faire une sensibilisation en fait. C'est-à-dire que ce qui est souhaitable, c'est qu'avant de sortir des décisions comme ça, il faut faire une sensibilisation en amont, informer la population, faire des campagnes pour expliquer aux gens le bien fondé de ce qu'on veut faire et sortir après les dispositions réglementaires pour punir ceux qui, les contrevenants à cette disposition. Je pense que les gens qui ne savent pas lire ne sont pas au courant de ça. Et donc que vous verrez les gens sortir, jeter à côte de l'eau, bien pisser dehors, des choses qu'il faut arrêter. Ou bien boire du pure-terre, jeter le sachet dans la rue. Non, c'est des trucs qu'il faut arrêter. Il faut expliquer aux gens que quand on est dans une voiture, quand on boit de l'eau minérale, le sachet, on le garde dans la voiture. Quand on descend, on ramasse là, on met dans une poubelle. On ne pisse pas dans la rue comme ça. C'est pas hygiénique. Parce que même pour pisser, il faut se laver les mains avant de pisser. Se laver les mains après avoir pissé. Vous voyez, c'est des attitudes qu'il faut pouvoir dire aux gens. Donc c'est des comportements vraiment d'hygiène. Et nous saluons cette décision qui va permettre éventuellement que nous allions à des comportements plus sains. Mais vous dénoncez tout à l'heure bien, vous avez fait mention d'un problème, c'est la sensibilisation. Oui. Le gouvernement a fait sortir le décret ou bien la décision, mais sans sensibilisation. Donc ça n'aura pas des impacts sur la population ou bien même sur le projet même. Non, je pense que maintenant on va les exhorter à sensibiliser. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard de rattraper le coche. On peut sensibiliser les gens, communiquer autour de la disposition pour expliquer le bien fondé de la chose aux populations. Pour que les gens comprennent que c'est pour leur bien, c'est pour leur santé. Vous comprenez? Non, ils peuvent encore rattraper le coche, c'est pas encore tard. Maintenant, s'ils ne veulent pas le faire, c'est eux qui vont. Est-ce que la pauvre dame à 5 000, donc si vous jetez de l'eau dans la rue, la pauvre dame qui n'arrive même pas à s'acheter du riz pour 100 francs aura que 5 000 pour payer l'amende? C'est pour ça que vous voyez qu'il est important qu'on augmente les salaires. Parce que si on augmente les salaires des gens qui vont acheter chez la pauvre dame, elle aura de l'argent pour payer les 5 000. Vous voyez? Voilà, c'est important. Tout est lié, mon cher. Tout est lié. On nous interdit aussi de déféquer à l'air libre, mais on remarque qu'il n'y a pas de latrine dans les maisons. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est pour ça que nous disons qu'il faut forcément que le service d'hygiène retrouve ses lettres de noblesse dans le temps. Moi, je me rappelle que quand on était gamin, quand on était jeune, on avait des inspecteurs qui circulaient, voilà, et qui imposaient des taxes et tout ça, et qui amenaient. Ce qui fait que tu ne pouvais pas faire ça. Vous comprenez, à l'époque, Lomé était vraiment une jolie ville.
ville qui est très très chouette et tout ça. Et donc non, il faut quand même, il est important qu'on préserve notre santé et c'est des mesures basiques, élémentaires qu'on doit pouvoir entretenir. Je rappelle à nos téléspectateurs que la décision a été prise en Conseil des ministres. Rejet d'eau usée sur la voie publique par les ménages, 5 000 francs d'amende. Rejet des eaux sur la voie publique par les sociétés, 100 000 francs d'amende. Enfouissement des excréments humains au lieu non autorisé, 50 000 à 200 000 d'amende. Vente d'aliments ou produits périmés ou avariés. Qu'est-ce qu'on appelle produits périmés ou avariés? Dont la date d'expiration est dépassée. Voilà, si vous prenez les supermarchés, vous avez des gens qui exposent des produits. C'est pour ça que quand on va au supermarché, il faut aussi le dire. Ouais. Nous avons envie d'être civilisés, nous avons envie de copier les blancs. Et tout le monde actuellement, quand on a un peu d'argent, au lieu d'aller acheter des légumes frais au marché, on court dans le supermarché pour acheter des trucs de blanc parce qu'on veut montrer que nous aussi on connaît. Les supermarchés. Voilà. Et on va dans les supermarchés, tout ça. Et quand on y va, on ne prend même pas la peine de regarder les dates de péremption. C'est écrit dessus. Donc on a un produit, regardez un peu pour voir si la date de péremption du produit est atteinte ou pas avant d'acheter. Et si vous remarquez que le supermarché expose des produits périmés, vous le dites à la caisse et puis vous le signalez aux institutions réglementaires pour que ces gens soient sanctionnés. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il faut arrêter de tuer des gens pour se faire de l'argent. Parce que le truc que vous vendez et qui est périmé contient des maladies. Vous comprenez? Et celui qui achète cela, il vous donne non seulement son argent, son pauvre argent qu'il a gagné parce que peut-être qu'il a envie de faire plaisir à un ami ou bien à une amie ou bien à un parent. Il vous donne son argent et il achète une maladie chez vous. C'est quand même criminel. Mais c'est bizarre que j'avais vu sur WhatsApp, c'est en Europe, le gars est parti acheter 2 jus à 50 centimes. Il est fier, il dit c'est périmé, mais il s'en bat les couilles. Il sait que c'est périmé et c'est moins coûteux, c'est à 50 €, c'est un noir, ça ne tue pas le noir. Non, finalement dans les supermarchés, excusez-moi pour le peu d'expérience que j'ai, parce que ayant fait là-bas aussi un peu, c'est que non, je peux vous garantir que quand les dates de péremption sont proches, et ils déclassent ça, et ils vous disent que les prix sont très bas, mais ce n'est pas périmé qu'ils exposent, non, c'est que les dates, c'est à 3-4 jours ou à une semaine de péremption, et ils vous disent que les prix sont à tel niveau. Mais ce n'est pas un produit périmé qu'ils viennent exposer, c'est différent. Ici, au Togo, dans notre pays, là, il y en a qui exposent des produits périmés, vraiment périmés, quoi. Et nous, gaillardement, on va au marché, on est fiers, on achète. On ne regarde même pas la date de péremption, on ne regarde même pas, on prend seulement et puis on vient payer à la caisse. C'est pas intelligent. S'il vous plaît, un geste qui sauve. Quand vous allez, prenez le temps de regarder la date de péremption. Regardez au moins. Quand vous ne voulez pas appeler un vendeur, une bonne dame à côté, de venir vous montrer la date de péremption du produit. Quand vous montrez là où c'est écrit, que vous comptez pas vous avant d'aller payer à la caisse. Donc la liste elle est un peu longue. Donc aujourd'hui, à partir de cette semaine, il y a des comportements qu'il faut prohiber pour un peu soutenir sa santé. Absolument. Donc tout ça, tout ce décret a derrière lui des conséquences en matière de santé. Oui, mais c'est un arrêté interministériel, c'est pas un décret. Alors, autant pour moi, l'arrêté interministériel. Donc, docteur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous êtes dans le domaine de la santé. Nous avons parlé un peu du SYNFOP, un peu du social. Que pouvons-nous conclure de cet entretien? Ce que nous devons dire, c'est que sur le plan social, il y a un malaise. Notre pays n'est pas heureux. C'est une évidence, il ne faut pas qu'on se le cache. Le Togolais n'est pas heureux. Sur le plan social, les choses ont de la peine à avancer. L'éducation est sinistrée, la santé est dans un état comateux, le pouvoir d'achat est à la limite quasiment en deuil. Voilà. Il n'existe quasiment pas. Les gens ont de la peine à joindre debout, les gens vivotent, les lois ne sont pas respectées, les gens sont encore à un salaire de 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, ils ne sont pas déclarés à la caisse, les travailleurs. Tout cela, c'est des situations qui sont très préhensibles et qui nous manquent dans notre pays. Et donc, vous comprenez qu'il faut forcément des gens qui ont le courage de le dire pour que les choses s'améliorent. Et ces gens ne peuvent pas être taxés d'être des opposants ou des agitateurs. Non, ils le sont, agitateurs de conscience, positivement, parce qu'ils sont là pour vous dire que ce que vous faites n'est pas bien et qu'il faut améliorer les choses. Donc, nous sommes des objecteurs de conscience. Vous comprenez? Et notre comportement, nos attitudes sont pour le bien. Et donc pour nous, pour les réactions d'une société où le social a pris, prend le pas sur beaucoup de choses, est priorisé,
Pour nous, c'est fondamental. On ne peut pas gérer, gouverner un pays si on ne fait pas le bonheur de sa population. Non. Donc, un bon leader, c'est celui qui fait le bonheur de sa population pour que les gens disent que on vit bien au Togo. Et là, tout le monde est heureux. Dans ce moment-là, on peut dire que oui, après cela, vous avez réussi à gérer votre pays. Mais quand les gens se plaignent, quand les gens ne sont pas heureux, et quand vous le remarquez, il est important de prendre les dispositions pour qu'on puisse construire un bonheur global. Donc, pour nous, c'est d'œuvrer à l'érection d'une société togolaise où la justice sociale triomphe. Docteur Tcholenyanou, merci d'être des nôtres dans cette émission. Bien d'avoir été des nôtres dans cette émission. Non, c'est nous qui vous remercions de l'invitation que vous nous avez faite et nous sommes heureux d'être là et nous vous disons vraiment chapeau pour ce que vous faites. Il n'est pas facile d'être journaliste au Togo, on le sait, il n'est pas facile d'avoir un média, surtout une chaîne de télé qui transmettre des émissions, on le sait, mais nous pouvons vous dire que nous serons toujours disponibles à venir vous soutenir et le peu que nous pouvons apporter pour contribuer à votre accroissement, à votre croissance, nous le ferons. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Je ne saurais remercier toute l'équipe qui m'a assisté dans la réalisation de cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Même heure, même fréquence. Portez-vous bien. Au revoir.